Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Education comparée. Collection dirigée par Dominique Groux. La collection Éducation comparée est destinée aux enseignants et futurs enseignants, aux formateurs et aux parents d'élèves, aux chercheurs et décideurs. Elle veut montrer l'utilité et les bénéfices que l'on peut attendre de la démarche comparative dans le domaine éducatif, et la nécessité absolue de mettre en place des échanges au niveau des collèges, des lycées et des universités. Déjà paru. 50 Garcia, le français au Cap-Vert. Contribution à l'histoire de l'enseignement-apprentissage du français, 2012. C'est m'entendons dire, la citoyenneté européenne 2011. G. Langouette, les inégalités entre États et populations de la planète, 2011. Monsieur Bertucci, I. Boyer, Transfert des savoirs et apprentissage en situation interculturelle et plurilingue, 2010. J. Monsieur Cartier, L. Porcher, Apprendre et enseigner d'hier à aujourd'hui, 2010. Monsieur Zahugon, GPEZEU, V-Board, Coord, Éduqué par la diversité en Europe, 2010. C. Gonsalves, Desgroux, Approche comparée de l'enseignement des langues et de la formation des enseignants de langue, 2009. 50 Porcher, l'éducation comparée, pour aujourd'hui et pour demain, 2008. S. Anhart, Agorga, Monsieur Abroyon et Théo Guédir, de la comparaison en éducation. Hommage à Soledad Pérez, 2008. Philippe Masson, pour une formation des enseignants à l'Europe, 2004. Denis Poisat, l'éducation non formelle, 2003. Dominique Groux et Henri Holec dire, une identité plurielle, mélange offerts à Louis Porcher, 2003. Dominique Groux dire, Soledad Pérez, Louis Porcher, Valderust, Noritomo TAS Akai, Dictionnaire d'éducation comparée 2003. Avec la participation et le soutien de Introduction. Pourquoi ce 10e colloque international de l'Association française d'éducation comparée et des échanges, AFDECE, consacré à la professionnalisation et à l'e-learning? Parce que nous avons voulu réfléchir aux évolutions des approches relatives à la formation professionnelle en contexte d'incertitude, travailler sur les possibilités de formation tout au long de la vie, et réfléchir aux apports de l'e-learning dans une perspective professionnelle, au service d'une société de la connaissance. Ce colloque s'inscrit dans le prolongement de colloques internationaux organisés par l'AFDECE à l'Université de Potsdam, Allemagne, en 2005 sur l'école comparée. Regard croisé franco-allemand, à l'Université de Xalapa, Mexique, en 2007 sur l'école et les migrations, à l'Université de Lisbonne, Portugal, en 2008 sur l'enseignement des langues et la formation des enseignants de langue, à l'École supérieure de technologie d'Agadir, Maroc, en 2009 sur la formation des enseignants, approche comparée, à l'Université McGill de Montréal, Canada, en 2010 sur la place de la culture dans la classe de langue. Ce colloque, organisé à la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, RSTA, en partenariat avec le CNAM et l'Université des Antilles et de la Guyane, avec le soutien de la Direction des Relations européennes et internationales et de la coopération, DREC, du ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a également pour but de développer les partenariats intercaraïbes et de favoriser les échanges scientifiques, universitaires et professionnels entre les différents acteurs impliqués dans le projet. Comment se porte aujourd'hui l'e-learning en France et dans le monde? Comment se situe-t-il par rapport à la formation ouverte à distance, FOAD, et le téléenseignement ou enseignement à distance, EAD? Comment les formes et les moyens différents d'apprentissage peuvent-ils contribuer au développement de notre professionnalité? Quelle place l'e-learning occupe-t-il dans le champ de la formation professionnalisante tout au long de la vie? En faisant l'hypothèse que d'autres pays pouvaient rencontrer les mêmes problèmes, et que certains pouvaient avoir trouvé des propositions intéressantes, il nous a donc semblé utile et nécessaire de provoquer une rencontre de chercheurs et de praticiens-chercheurs sur ce sujet. C'est en effet la vocation de l'éducation comparée de croiser les regards des personnes qui s'intéressent à l'enseignement, sur des questions précises qui posent un problème, pour tenter d'émettre ensemble des propositions, voire de transférer les propositions retenues dans un contexte à un autre contexte. Pourquoi parler aujourd'hui de développement professionnel?
Celui-ci n'a-t-il pas toujours été un enjeu important pour toute profession ? Certains font remonter le compagnonnage à la construction du Temple de Jérusalem ou à celle des pyramides. D'autres à la construction des cathédrales à partir du XIIe siècle. On parlait alors de métier et non de profession. Pourquoi avoir introduit ce concept de professionnalisation ? Après avoir rappelé que le terme de professionnalisation, appliqué aux professions du droit, de la médecine et de la théologie, remonte au XVIe siècle, Walderost s'appuie sur le modèle des 5 niveaux élaboré par Wilinski aux États-Unis, pour proposer l'étude des différentes étapes du développement professionnel dans plusieurs pays d'Europe et en Chine. Le développement professionnel s'acquiert également par des apprentissages informels. Ces apprentissages invisibles, implicites, cachés, qui ne relèvent pas de dispositifs pédagogiques, écrit Hélène Bézille, qui montrent l'intérêt du récit de vie, véritable voyage dans le métier, dans les dispositifs d'orientation et de formation, et le nécessaire métissage entre les différentes formes d'apprentissage. Dans une première partie consacrée à l'utilisation de l'e-learning à des fins d'amélioration des compétences professionnelles et donc de la professionnalité, Lucie Roger, Philippe Mauban et François Gittsoffer étudient, à partir d'une enquête comparative entre la France, le Québec et les États-Unis, l'e-learning en formation universitaire, ses enjeux et les conditions pour qu'il devienne une véritable proposition pédagogique au service de la professionnalisation. Pierre-André Caron propose, à partir de recherches menées au sein de dispositifs de formation d'adultes à environnement numérique, de montrer comment les TIS favorisent la reconnaissance de la spécificité d'une profession. Séraphin Alava se propose d'examiner le rôle des pratiques informelles des enseignants. Il étudie les pratiques numériques relatives à la culture, aux loisirs, mais aussi à la préparation ou à l'analyse de l'action didactique et pédagogique. Catherine Blaya, Thomas Yeager et Andy Hickson présentent le projet AVC@SL qui a pour objectif de réaliser un campus virtuel anti-violence, AVC, dans l'environnement Second Life et il propose une réflexion sur les possibilités mais aussi les limites d'Internet, du Web 2.0 et des mondes virtuels pour la formation des adultes. Annick Veil-Barret, Florence Lacroix et Christine Gau présentent Éduc-Enfance, un dispositif expérimental de formation destiné aux professionnels de la petite enfance, les études qui en accompagnent la conception et les perspectives offertes par un tel dispositif. La seconde partie de l'ouvrage s'intéresse plus particulièrement à l'éducation tout au long de la vie et à la professionnalisation en contexte de crise. De la nécessaire formation à l'égalité entre les hommes et les femmes dans les métiers de l'enseignement et de la formation, Christine Fontanini et Céline Avenel, en passant par une réflexion sur les enjeux de la validation des acquis de l'expérience dans une entreprise publique comme La Poste, à partir de l'analyse des discours de ses cadres, Pascal Lafont, et sur les limites de ce même dispositif, VAE pour le métier de formation des adultes, Philippe Boniface, pour finir par une réflexion sur la professionnalisation dans la formation des enseignants, axée sur les chercheurs collectifs coopératifs, Olivier Francôme, et sur les formateurs d'adultes, Swat Zawani Denou. La troisième partie s'intéresse à l'éducation et à la professionnalisation, en contexte caribéen. Plusieurs recherches sont proposées qui concernent les différents niveaux du système éducatif. Une recherche présentée par Marie-Félide Fafard s'intéresse à la formation initiale des enseignants du premier degré en Martinique et à Cuba, et pose les bases d'une étude comparée sur la professionnalité de ceux-ci. Une recherche proposée par Alain Broutet concerne l'enseignement de la langue et de la culture française dans le secondaire en République dominicaine. Enfin, la professionnalisation dans l'enseignement supérieur est étudiée par Pascal Lafont et Marcel Paria qui montrent comment des pratiques collectives de recherche peuvent naître de la mise en place d'un cursus en double diplomation, et par Maria Cantisano qui étudie comment la mise en place d'un séminaire interculturel, dans la discipline administration hôtelière, peut influer sur les autres disciplines, et poser les bases des apostrophes. Une véritable professionnalisation qui devrait contribuer à construire une société dominicaine ouverte à toutes et à tous. Enfin, la quatrième partie s'intéresse à l'interculturalité et à la professionnalisation dans les métiers de l'enseignement. Les histoires de vie sont approchées par Eugène Gourpil qui étudie comment elles peuvent influer sur le parcours professionnel des enseignants et induire une compétence interculturelle des enseignants plus ou moins solide.
C'est cette même compétence interculturelle de l'enseignant qui est interrogée par Emmanuel Maître de Pembroke, qui présente une étude portant sur des familles expatriées ou installées récemment en France, dont les origines culturelles ne sont pas françaises, sur leurs attentes par rapport à l'école et aux compétences interculturelles des enseignants de leurs enfants. Les directives européennes en matière d'enseignement des langues et des cultures étrangères peuvent exercer une influence déterminante sur l'évolution des représentations des enseignants sur leur métier. C'est ce que démontre Marina Spargaliuk. Enfin, Laura Vidal étudie les pratiques des bridge bloggers, journalistes citoyens, qui font partie d'une communauté de pratiques en ligne, Global Voices Online, où ils partagent des informations sur leur vie quotidienne, leur culture et la politique de leur pays. Ce colloque aura permis d'étudier les enjeux d'une formation et d'une professionnalisation pour tout from cradle to grave. En développant en permanence les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être de l'individu, la formation tout au long de la vie lui apporte science, conscience critique et conscience éthique. Elle lui fournit les outils pour œuvrer à la construction d'une société de la connaissance équitable et respectueuse. Elle développe sa capacité d'autonomie face à ses apprentissages. À cette fin, la maîtrise contrôlée des ressources du numérique est nécessaire et le recours à l'e-learning en complément du présentiel représente une possibilité intéressante. On le sait, l'apprentissage informel, la rencontre avec les livres, avec les autres et l'expérience du monde tiennent autant de place, sinon davantage, qu'un apprentissage formel. Il nous expose à l'altérité de l'autre, et il n'est pas sans danger pour l'ego. La formation nous transforme et nous conduit parfois à une sorte de renaissance. C'est ce que nous rappelle Michel Serres dans Le Tiers instruit, 1991 page 29. Partir. Sortir. Se laisser un jour séduire. Devenir plusieurs, braver l'extérieur, bifurquer ailleurs. Voici les 3 premières étrangetés, les 3 variétés d'altérité, les 3 premières façons de s'exposer. Car il n'y a pas d'apprentissage sans exposition, souvent dangereuse, à l'autre. Je ne saurai jamais plus qui je suis, où je suis, d'où je viens, où je vais, par où passer. Je m'expose à autrui, aux étrangetés. Nous remercions la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ses responsables et Maria Cantizano, d'avoir accepté d'organiser ce 10e colloque international de la FDECE à Saint-Dominique. Dominique Groux. Université des Antilles et de la Guyane. Présidente de la FDECE. Développement professionnel et institutionnel, perspective. Val d'Erust. Université de Californie Los Angeles, UCLA, États-Unis. Introduction. C'est pour moi un privilège de participer à cette conférence. C'est la première fois que je viens ici, mais j'ai toujours été intrigué par la République dominicaine. Ceux qui, parmi vous, s'intéressent au sport savent depuis longtemps que ce pays produit un grand nombre de joueurs de baseball professionnels. Avec une petite population, 9,8 millions, la République dominicaine produit plus de joueurs de baseball de grande ligue que n'importe quel autre pays ou État, mis à part la Californie. Je me sens un peu angoissé en m'adressant à vous, parce que je suis un véritable étranger sous bien des aspects. Par exemple, mon français est si limité qu'il m'est presque inutile en tant qu'outil de communication dans cette conférence. De plus, je suis presque un étranger dans la zone Caraïbe. J'ai passé un petit moment ici en tant que chercheur, mais c'était à Trinidad et Tobago, qui est un lieu bien différent de la République dominicaine. Comme beaucoup d'entre vous sont français, je voudrais rendre hommage au rôle que la France a joué dans l'expérience américaine. Cet été, j'ai lu un nouveau livre de l'historien américain David McCullough, qui fait le récit merveilleux d'Américains à Paris durant le XIXe siècle. Ma femme et moi-même avons vu récemment un film, Minuit à Paris, de Woody Allen. Bien sûr, pour vous, Français, il semble normal que n'importe quelle personne cultivée fasse un séjour en France, mais pour moi cela a toujours été une aventure à vous couper le souffle. Lorsque j'étais jeune, j'ai passé plusieurs mois à l'Alliance française de Paris pour essayer d'apprendre le français. J'en ai des souvenirs très positifs et chaque fois que je vais en France, je me souviens de ces jours de formation durant ma jeunesse. Association et échange. Nous voilà ici, à Saint-Domingue, avec un objectif bien précis. Nous tentons de nous appuyer sur les associations caribéennes pour promouvoir les échanges entre ces associations.
Je voudrais mentionner 2 points essentiels à propos des associations. D'une part, une association authentique sous-entend qu'il y ait de la réciprocité, du partage et des échanges. La plupart du temps, les associations internationales ne reposent pas sur l'égalité et sur le respect mutuel. Elles s'appuient plutôt sur la notion d'aide, d'assistance et de collaboration. Bien que ces notions-là soient importantes, elles sont différentes selon les associations. Les plus grandes agences construites par les nations se focalisent sur l'aide et la collaboration. Cela inclut l'Agence des États-Unis pour le développement international, AID. En fait, nous, aux États-Unis, nous l'appelons aussi USAID. L'Agence française de développement et l'Agence de développement canadienne sous-entendent, elles aussi, qu'il y ait de l'aide et de l'assistance plus que des échanges et du partage, tout comme les centres de recherche, qui, sur le plan international, sous-entendent généralement une relation inégale. C'est le cas du Centre de recherche pour le développement international. D'autre part, les associations formalisées ont une composante informelle. Elles dépendent très souvent du contact humain et des intérêts communs. Elles évoluent aussi, et prospèrent naturellement. Cependant, très souvent, les liens informels se fanent et meurent aussi vite qu'ils se sont développés. Il est nécessaire que les associations de nature professionnelle soient institutionnalisées. Autrement dit, qu'elles ne dépendent pas entièrement des motivations et des intentions fugaces d'individus unis. Si une relation institutionnelle est établie, elle a de plus grandes chances d'avoir du succès à long terme. À l'UCLA, nous dirigeons une école d'été très active, dans laquelle nous accueillons près de 1500 étudiants étrangers qui viennent prendre des cours d'été. N'importe quel adulte peut s'inscrire et participer. Nous avons cependant découvert qu'un contrat et une relation formelle durent beaucoup plus longtemps qu'un programme dépendant de la décision spontanée d'un individu. Professionnalisation. Je voudrais maintenant en venir au sujet central de cette conférence, la professionnalisation. J'ai regardé les documents qui seront distribués durant les 3 prochains jours, et presque tous ont un lien avec la professionnalisation, quelle que soit sa forme. Ceux-ci ont trait à la professionnalisation d'outils interculturels, à des projets et des pratiques digitales, à l'enseignement des langues étrangères, à l'égalité des sexes, à l'e-learning, à la formation continue, à la diversité culturelle et à beaucoup d'autres sujets. Une des plus grandes valeurs culturelles de notre monde moderne a été notre confiance en la professionnalisation. Si les enseignants dans les écoles se comportent professionnellement, cela implique que les écoles seront meilleures que si les enseignants ne sont pas des professionnels. Si nous professionnalisons un parcours de carrière, cela implique que nous irons vers l'amélioration non seulement des carrières des individus, mais aussi des institutions dans lesquelles ils travaillent. Néanmoins, en fait, le terme professionnel a beaucoup de connotations et s'utilise habituellement de différentes manières, ce qui fait qu'il est presque impossible de l'utiliser avec précision dans le discours. Le terme de professionnalisation remonte au XVIe siècle, et il a été alors mis en relation avec des personnes qui exerçaient dans les professions d'études, en droit, médecine et théologie. L'éducation de ces professionnels se centrait sur ce que nous appelons aujourd'hui l'éducation humaniste, l'éducation visant à former une personne cultivée. Aujourd'hui, le terme se réfère plutôt à un spécialiste ou à un expert, et transforme cette personne en personne cultivée. Il y a plus d'un demi-siècle, Max Weber a mis en évidence le combat existant entre l'humaniste et l'expert, et le fait que le combat avait déjà été gagné par l'expert. Il a écrit : ce combat est déterminé par l'irrésistible expansion de la bureaucratisation de toutes les relations d'autorité publique et privée, et par l'importance toujours croissante de la connaissance experte et spécialisée. Au cours de tout le demi-siècle dernier, nous avons eu des discussions sur ce qu'on appelle la société experte, ou le mouvement vers une société post-industrielle, qui suggère le déclin de l'artisan industriel et habile au profit du professionnel hautement spécialisé. D'ailleurs, il y en a certains qui maintenant entretiennent la notion de professionnalisation pour tous, terme introduit par Harold Wilensky. Mais il nous a avertis de ne pas appeler professionnalisation toutes les tentatives d'améliorer une vocation, parce que cela rendrait la signification du terme obscure. La professionnalisation a touché toute une série de carrières et de vocations.
Professionnaliser signifie que la société demande une éducation et un entraînement substantiel de la personne qui rentre dans une profession. Un professionnel est supposé se consacrer à la pratique compétente et à l'amélioration de ses compétences. Les professionnels s'organisent eux-mêmes en associations qui ont des structures organisationnelles qui disséminent des changements de connaissances et de compétences de ses membres. Et peut-être est-il encore plus important que des groupes de professionnels établissent des normes de conduite qui dictent le comportement des membres. Je suppose que cette semaine, nous allons entendre beaucoup d'arguments expliquant pourquoi ceux qui travaillent pour le développement d'outils interculturels, de pratiques digitales, de l'enseignement des langues étrangères, de l'égalité des sexes, du e-learning, de la formation continue et de la diversité culturelle, s'engagent dans des activités qui valent la peine et qui doivent se développer dans certaines professions. Il serait tout aussi rafraîchissant de savoir comment ceux qui proposent une professionnalisation dans ces domaines essaient d'atteindre leur but. Après avoir présenté des arguments au sujet de la professionnalisation, je dois avouer que j'ai pris depuis un certain temps un cadre général sûr pour en arriver là. Ce cadre général vient d'Harold Wilensky, qui dans les années 60 a dit que tous les groupes qui veulent se professionnaliser passent par des étapes ou des niveaux très similaires. 1. Le niveau initial de professionnalisation commence quand les personnes s'engagent dans une activité qui est généralement considérée de grande valeur et devient suffisamment dominante dans la société pour avoir recours à des spécialistes à temps complet. 2. Le second niveau de la professionnalisation s'intéresse à l'instauration de la formation formalisée d'individus pour les aider à réaliser les activités professionnelles de façon expérimentée et efficace. Cette formation a lieu dans des écoles qui ont besoin de professeurs spécialisés dans ce métier. Dans la plupart des cas, des universitaires et d'autres institutions de hautes études ont été obligés d'introduire la formation dans leur programme d'études. Ainsi, ce niveau introduit la séparation de la profession de ceux qui exercent ce métier et les professeurs du métier. 3. Le troisième niveau concerne ceux qui deviennent introspectifs dans leur métier et qui introduisent une formation préécrite, quelle que soit l'institution éducative et la formation d'une association professionnelle formelle à laquelle ceux qui exercent et les professeurs peuvent appartenir. Durant cette étape, il peut y avoir de vives réactions de la part de groupes qui revendiquent les activités de la profession comme leur appartenant à eux et non pas à d'autres personnes ou associations. 4. Dans le quatrième niveau, le professionnel cherche à créer des barrières de pratique et établit une exclusivité à travers des procédés et des certifications légales. Cela en est communément arrivé au point où ceux qui se sont engagés dans la pratique sans avoir de diplôme peuvent être accusés d'un crime ou tout du moins être menacés dans la poursuite de leur pratique. 5. Dans le dernier niveau, les règles de formation et de pratique sont codifiées, des normes éthiques sont établies et l'indépendance d'autorégulation est revendiquée. Certains d'entre vous, qui sont engagés dans la professionnalisation de leur domaine, peuvent se situer dans cette démarche. J'espère pour ma part que vous pourrez d'une certaine façon relever le défi du modèle des 5 niveaux, élaboré par Wilensky. Il a élaboré celui-ci en observant le développement de plusieurs professions aux États-Unis. Et comme cela est bien souvent le cas, beaucoup d'entre nous, comparatistes, avons la certitude que des procédés tels que celui-ci peuvent être généralisés bien au-delà de leurs limites empiriques. Mais 2 spécialistes ont relevé le défi des niveaux de Wilensky. Mark Neal et John Morgan ont étudié les étapes de professionnalisation au Royaume-Uni et en Allemagne. Ils ont découvert que dans ces 2 pays, la professionnalisation passe par des niveaux de développement bien différents. Aux États-Unis, la démarche de professionnalisation passe par une série de niveaux qui va du bas vers le haut. De manière similaire mais pas identique à celle des États-Unis, le même groupe professionnel passe en Allemagne par une étape de développement qui va du haut vers le bas. Au Royaume-Uni, le développement de la professionnalisation provient des activités spontanées au niveau professionnel, alors qu'en Allemagne, les étapes vont de haut en bas, parce que l'État a joué un rôle d'intervention actif dans l'initiation et l'administration des professions. Neal et Morgan ont identifié 7 niveaux au Royaume-Uni, au lieu des 5 identifiés par Wilensky. On peut cependant voir de proches similitudes entre les 2 pays.
L'Allemagne a suivi un parcours différent. Alors que le Royaume-Uni peut se caractériser par sa confiance dans la professionnalisation spontanée, l'Allemagne a fait confiance à la professionnalisation contrôlée par l'État. Il y a cependant dans les deux systèmes des similitudes que nous indiquerons par la suite. Je dois faire remarquer que pendant que l'Union européenne tente d'établir des niveaux communs, nous voyons déjà que le modèle contrôlé par l'État paraît être la norme. Durant les 20 dernières années, les pays d'Europe se sont orientés vers une Europe commune, et ils ont adopté ce que j'ai précédemment appelé une approche technocratique. Dans ces engagements pour l'unification, ils se sont souvent recentrés sur des accords réciproques pour ce qui est une monnaie unique, la liberté de mouvement, la liberté du travail, ainsi que la réduction des limitations du commerce, de la technologie partagée, etc. Ces engagements supposent qu'il y ait une entente et des accords modèles professionnels et éthiques, des accords universitaires, etc. Cela permet aux personnes de mettre en pratique leurs compétences spécialisées n'importe où dans l'Union européenne. En clair, la professionnalisation revêt un caractère différent dans chaque pays. Un aspect de la professionnalisation que nous devons aujourd'hui reconnaître est que cela prend beaucoup de temps quel que soit le modèle suivi. Mais la Chine affirme que ces démarches de professionnalisation du haut vers le bas sont plus efficaces et plus rapides. Je suis pour ma part d'accord avec eux, du moins pour ce qui est du développement des sports professionnels. Néanmoins, toute tentative quelle qu'elle soit prend du temps. Par exemple, les architectes dont on louait les services autrefois ont mis des siècles pour devenir une profession reconnue alors que les ophtalmologues, les ingénieurs en construction, les comptables, les psychothérapeutes ont mis presque un siècle pour passer au travers de tous les niveaux de développement professionnel. Ainsi, vous, professeurs, vous ne devez pas vous décourager si vos aspirations professionnelles n'ont pas toujours été reconnues et appréciées. Pour les professeurs, il n'est pas suffisant d'obtenir la note qu'ils souhaitent avoir. Ces notes doivent aussi être reconnues et formalisées par le public en général. Enseigner comme une profession. Le métier de l'enseignement comporte certaines complications qui n'existent pas dans d'autres professions. Mettre en place des écoles et des programmes d'enseignement représente un niveau dans la démarche de professionnalisation. Chaque profession dépend d'un certain degré dans l'enseignement faisant partie de sa démarche de professionnalisation. La profession juridique a par exemple des professeurs qui forment de futurs avocats. Cette semaine, nous aurons une présentation sur la formation des infirmières. Mais ce que l'on appelle le métier de l'enseignement ne forme pas seulement ses étudiants à une profession spécifique mais éduque aussi de façon plus générale. Je reconnais que beaucoup de vos préoccupations ont un peu à voir avec la formation pour une profession en particulier, mais c'est pour contribuer à une compréhension plus générale et à des attitudes dans le cadre du métier de l'enseignement. Le métier de l'enseignement a par exemple, pour devoir de développer des compétences interculturelles ou une égalité des sexes, ou d'enseigner à ses étudiants à être sensibles à la diversité culturelle, sujet de cette conférence. Et en faisant cela, il ne s'agit pas de contribuer à la création d'une profession de compétences interculturelles ou d'une profession d'égalité des sexes. Néanmoins, il peut aussi y avoir des aspirations de la part de certains d'entre nous pour créer une nouvelle profession reconnue. Par exemple, l'un des développements connus dans notre monde actuel est que les personnes sont de plus en plus connectées électroniquement quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Les personnes commencent à tirer profit de nos réseaux de communication globale, et se connectent à n'importe quelle idée, à n'importe quel outil ou à n'importe quelle communauté quel que soit l'endroit où elle se trouve. Je suis pour ma part un mordu des réseaux sociaux, et bien que ce soit un lieu commun pour moi, je trouve toujours merveilleux ce qu'il s'y passe. Plus de 800 millions de personnes dans le monde sont maintenant membres de Facebook. Durant les 2 dernières années, le nombre de membres a plus que triplé. Et Facebook est maintenant disponible en 70 langues différentes. Twitter, qui a commencé il y a moins de 5 ans, a plus d'1 milliard de tweets par semaine et presque 200 millions de tweets par jour. Un réseau consacré aux professionnels, LinkedIn, est en train de grandir de 300% par an. Il y a désormais 75 millions de membres professionnels de LinkedIn, qui partagent presque 40 millions de contacts par mois. De nouvelles professions seront sans doute créées dans ce domaine des communications,
Et je pense qu'en venant parler ici cette semaine de pratique digitale et de learning, les intervenants nous donneront quelques informations sur ces nouveaux développements, nous dirons s'ils sont prêts d'être professionnalisés et nous informerons sur les pratiques d'enseignement qui seront nécessaires. Composantes du métier de l'enseignement. Je conclurai cette brève présentation en rappelant les aspects importants du métier de l'enseignement. Il faut d'abord qu'il y ait quelque chose d'enseigné. Et bien que nous vivions à une époque d'experts, dans laquelle les attentes du monde sont que nous ayons et nous transmettions des connaissances spécialisées, je sens que nous devons nous consacrer à aider autrui à atteindre une amplitude culturelle et un engagement moral. Bien sûr, tel que nous pouvons le voir dans n'importe quelle profession, enseigner repose sur une base de formation intellectuelle prolongée et spécialisée, mais cette formation spécialisée doit se construire sur des fondements humanistes. Deuxièmement, un professeur professionnel possède une compétence pédagogique. Les professeurs professionnels sont experts en démarche institutionnelle, comme le fait de toucher un enfant en difficulté, de faire face à la croissante diversité mondiale, de connaître le développement de l'enfance et de l'adolescence, les théories d'apprentissage, la philosophie éducationnelle et l'histoire de l'éducation. Cependant, la compétence pédagogique ne doit jamais ternir la compétence intellectuelle. Enfin, le professeur professionnel doit maintenir un engagement et un dévouement pour ceux à qui il enseigne comme c'est le cas pour la société en général. Nous maintenons toujours notre engagement pour les impératifs moraux impliqués dans l'enseignement. L'idéal du service doit rester constant dans tout ce que nous faisons. Le service n'est jamais centré sur nous-mêmes, mais sur ceux que nous servons et à qui nous enseignons. Chaque professionnel met ses intérêts personnels de côté et se consacre au bien commun. Je suis ému de pouvoir être avec vous cette semaine pour discuter de ces sujets et y réfléchir. Apprentissage informel en milieu professionnel. Hélène Bézille. Université Paris-Est Créteil, UPEC, France. Introduction. Le titre de cette conférence est une invitation à prêter une attention particulière à la diversité des apprentissages qui contribuent au développement de notre professionnalité et à sa transformation. Certains de ces apprentissages, liés aux activités et relations familières quotidiennes, aux pratiques de loisirs, aux activités associatives sont mobilisés dans d'autres sphères, y compris professionnelles, à notre insu le plus souvent. Mais on s'intéresse peu à ces apprentissages invisibles, implicites, cachés, qui ne relèvent pas de dispositifs pédagogiques. Pourtant, cette matière noire des apprentissages joue un rôle très important, y compris dans le développement de la professionnalité. De nombreux travaux développés notamment au Canada depuis les années 1980, ont ainsi montré que les apprentissages autodidactes, que nous définirons provisoirement comme des apprentissages informels volontaires, contrairement par exemple à l'apprentissage de la langue maternelle qui se fait de façon non intentionnelle comme beaucoup d'autres apprentissages informels, représenteraient 80% de nos apprentissages. Concernant le monde professionnel, le rôle de l'ensemble des apprentissages informels, volontaires ou non, est bien identifiable dans certains métiers. Ainsi, pour les artistes, agriculteurs, marins, artisans, vie professionnelle et familiale, sociale, amicale sont des mondes fortement reliés, voire complètement intégrés. S'il est intéressant d'observer comment se conjuguent des espaces d'apprentissage ici et maintenant, il est aussi intéressant de voir comment ils se conjuguent sur la durée d'une vie. Le contexte professionnel est pour chacun de nous un espace-temps particulier d'apprentissage qui se conjugue avec d'autres espaces-temps particuliers, les moments de loisirs, de formation académique, de rencontres, les hobbies, etc. Ce moment professionnel de la vie est d'ailleurs proportionnellement aux autres moments, de durée de plus en plus courte avec l'allongement de la durée de la vie, l'entrée de plus en plus tardive des jeunes sur le marché du travail et le développement du chômage. À l'intérieur même d'un monde professionnel, les moments non formels, les interstices de l'activité programmée, la cafétéria, les trajets faits en commun, les discussions de couloir, les usages diversifiés d'Internet, sont source d'apprentissage informel mobilisable dans l'activité. Ces apprentissages informels contribuent d'ailleurs parfois à mener à bien l'activité malgré les imprévus et les dysfonctionnements de l'organisation par exemple, ou encore malgré les difficultés rencontrées dans le contact avec les usagers de l'organisation.
C'est particulièrement vrai dans les métiers de l'éducation et de l'intervention sociale, et plus largement de la relation qui nous intéresse ici. L'enseignant débutant qui se confronte à une classe turbulente, à des élèves qui ne partagent pas sa passion pour la matière enseignée, qui fait l'expérience d'un accueil réservé de la part de ses collègues installés de longue date dans le métier, qui découvre le monde des parents, fait un apprentissage aux multiples facettes. Au total, il fait l'apprentissage des usages, des règles, manières de faire, normes explicites et implicites liées à la nature de l'activité et au contexte. Il expérimente un petit monde dont les membres se comprennent à demi-mot, auquel il doit s'affilier et par lequel il doit être accepté comme membre à part entière. Ce rite de passage rappelle la parenté possible entre apprentissage informel et initiation. L'apprentissage est ici très lié à une expérience identitaire d'appropriation de son statut par le jeune enseignant, dans les interactions avec collègues, élèves, famille, direction, hiérarchie. On comprend bien que cet apprentissage n'est pas associé nécessairement à une expérience positive. En contrepoint de l'idéal de l'entreprise apprenante, véhiculé par les services de communication institutionnelle, la réalité peut s'avérer plus cruelle. Dans un contexte de transformation des organisations, de leur mission, de leur forme de management, l'entreprise en crise peut devenir aussi une entreprise maltraitante. Mais alors de quelle nature sont les apprentissages développés dans de tels contextes ? Ce sont des questions d'une grande actualité qu'il convient de ne pas laisser de côté. Répondre à cette question suppose de développer des recherches de type anthropologique sur la vie quotidienne au travail, et psychosociologique sur les différents niveaux de contexte à prendre en compte. 3 niveaux d'exploration méritent en effet d'être pris en considération. Le contexte économique et culturel du métier, le contexte local du métier dans son environnement immédiat qui prend en compte les relations sociales, les formes d'engagement des différents acteurs et le niveau de l'expérience singulière. Ce dernier niveau engage la possibilité, à l'occasion des événements divers de la vie quotidienne, de transformer la posture de la personne dans sa relation à son activité, aux autres, à elle-même à l'occasion d'une nouvelle expérience significative, expérience du plaisir à apprendre dans un certain contexte, expérience d'un climat de travail agréable, etc. On l'aura compris, la didactique professionnelle n'est pas le centre de ce qui nous occupe ici. Le centre est constitué par cette diversité de formes d'apprentissage quotidien, engagées dans le développement de la professionnalité. Détour à propos d'une notion discutée. Pour rappel rapide, mais la précision est utile, l'usage de cette notion d'apprentissage informel a diffusé à partir des années 1960 sur impulsion des organismes internationaux, l'UNESCO en particulier, engagés dans la définition des politiques éducatives à promouvoir. Au cours de cette période, avec l'usage des notions d'éducation informelle, non formelle et formelle, l'idée est alors de faire exister et de valoriser la diversité, la complémentarité et l'égale légitimité des diverses formes d'apprentissage. Dans le même temps, les hiérarchies implicites entre différentes formes d'apprentissage se voyaient bousculées. La valeur des apprentissages effectués dans un contexte de type académique, école, université, formation professionnelle, particulièrement dans les pays économiquement développés, se trouve alors interrogée, elle ne va plus de soi. Les apprentissages effectués à l'occasion de la vie quotidienne, de façon volontaire, autodidacte ou non, à l'occasion d'une activité par exemple, ou dans les échanges quotidiens avec les autres, ou à l'occasion d'une expérience particulière, sont désormais considérés comme des sources apprentissages qui méritent d'être pris en considération et valorisés. Ce sont par exemple les apprentissages autodidactes volontaires que nous engageons quand nous allons faire des recherches personnelles pour nourrir un cours, résoudre un problème technique à travers des forums de discussion, ou involontaires quand on se jette à l'eau, quand nous apprenons en faisant. Entre les deux formes d'apprentissage classiquement opposées, informel et formel, les apprentissages effectués dans des dispositifs de formation, qui peuvent être divers par exemple dans le cadre de l'éducation populaire, mais ne visent pas la production d'un diplôme académique, sont dits non formels. Pour des raisons qui mériteraient peut-être d'être analysées de plus près, cette catégorisation et la terminologie qui l'accompagne ont fait l'objet de 3 types de critiques. La catégorisation induirait l'idée de cloisonnement, d'étanchéité entre des formes d'apprentissage, idée qui ne correspond pas à la réalité,
Il suffit pour cela d'écouter le récit que font les adultes de l'histoire de leurs apprentissages. Autre critique, dans la langue française, la notion d'informel aurait une connotation négative, qui ne contribuerait pas à la réhabilitation de cette forme d'apprentissage. Enfin, la notion prêterait à confusion en donnant à penser que l'informel serait sans forme, ce qui est loin d'être le cas. Même nos expériences les plus ordinaires s'inscrivent dans des cadres sociaux et culturels intériorisés par chacun de nous à notre insu, au fil de notre éducation puis de nos diverses affiliations ultérieures, familiales, professionnelles et sociales. Ce sont les fameux cadres de l'expérience, explorés dans les travaux de Goffman. La critique, sans doute nécessaire, ne doit cependant pas faire oublier l'intérêt de cette catégorisation dans le contexte des années 1960 et sans doute encore aujourd'hui. Ne contribue-t-elle pas à faire sortir de l'ombre et à donner de la légitimité à des formes sociales d'apprentissage invisibles et dévalorisées par les institutions éducatives et de formation? Les conceptions ont évolué. Pour des raisons diverses, et notamment économiques, les apprentissages informels suscitent un intérêt grandissant qui se développe à partir du monde de l'entreprise. On assiste même à des tentatives de typologie des apprentissages informels. La construction de la professionnalité n'est plus considérée comme devant relever exclusivement de la formation professionnelle initiale, ni même de la formation professionnelle continue. Le terme de professionnalisation rend compte peut-être aussi de cette transition vers la construction d'un modèle de la professionnalité qui intègre les apprentissages produits de façon informelle, dans le contexte d'activité avec les autres, au quotidien, dans les routines, comme à travers les événements imprévus. Ce serait aussi une manière de nommer la construction de la professionnalité au-delà des frontières du métier. Le mouvement vers la reconnaissance de la valeur des apprentissages informels se manifeste même au sein de l'école, en relation avec les phénomènes de décrochage et de résistance à l'injonction scolaire. Ce constat oblige les intervenants à penser la pédagogie sous d'autres formes, et notamment à prendre en compte l'expérience des élèves. Dans ce contexte, les ressources des apprentissages informels sont considérées comme des leviers à ne pas négliger. Ce qui était au cœur de la philosophie de l'école active pénètre ainsi plus largement l'institution scolaire. Enjeux actuels autour de la construction de la professionnalité. Les exemples évoqués attirent l'attention sur l'utilité de prendre en compte le contexte de l'activité pour comprendre les formes d'apprentissage mobilisées. La place de l'informel dans le développement de la professionnalité est en effet très liée aux articulations du temps professionnel au temps de la vie hors travail, à l'histoire du métier, à son ancienneté, à son degré d'institutionnalisation, aux formes de transmission des savoirs du métier, au type d'organisation, à la place de la recherche dans le développement de cette professionnalité, au degré de reconnaissance de son rôle. Les enjeux sont également différents selon les pays et environnements géographiques. Dans les pays en développement et dans les pays industrialisés de longue date, comme le montrent les rapports récents des conférences internationales CONFINTEA, organisées sous l'égide de l'UNESCO. Nous insisterons ici sur ce dernier aspect. Dans les pays aujourd'hui en développement. Dans les pays récemment industrialisés, la part de l'informel dans la construction des savoir-faire du métier est très présente. Les apprentissages informels constituent une part importante, et parfois la seule pour se former. La formation au métier traditionnel, notamment, se fait à travers la participation à la communauté comme le montrent divers travaux indiqués dans la bibliographie. La part de l'informel dans la professionnalité est particulièrement visible dans les métiers de l'artisanat, où on apprend le métier en participant à l'activité familiale, où le métier fait partie de la vie quotidienne. Le secteur formel ou non formel, organisme d'État, ONG, prend en charge l'éducation de base, en particulier l'alphabétisation. Dans ce contexte, la question concerne les liens entre cette éducation de base et les autres formes d'apprentissage. Dans les pays plus anciennement industrialisés, 3 types de situations méritent peut-être d'être différenciées au regard des apprentissages qu'elles mobilisent. L'activité associée à l'émergence d'un nouveau métier, par exemple aujourd'hui en relation avec le développement des nanotechnologies, la transformation des métiers, par exemple les métiers du cirque, le journalisme, les apprentissages dans les organisations en crise.
Quels apprentissages informels peut-on identifier, et au service de quoi dans chacune de ces situations? 1. Les apprentissages mobilisés dans les activités émergentes, dans des métiers en voie d'institutionnalisation, sont des apprentissages autodidactes pour une large part, c'est-à-dire des apprentissages intentionnels, produits de façon isolée ou en petits collectifs ou en réseau, hors de cadre formatif qui n'existe d'ailleurs pas encore, s'agissant de métiers émergents. Il y a nécessité d'autoproduction des compétences, et on pense ici aux collectifs d'expérimentateurs, de militants innovateurs, de bricoleurs dans les débuts de la télévision, de l'aéronautique, de l'informatique, etc. Il est donc intéressant de prendre en compte le degré d'institutionnalisation et de institutionnalisation d'un métier, pour comprendre les figures de l'apprentissage légitime dans ce contexte précis. 2. La transformation des métiers, notamment avec le développement technique, engage aussi une transformation des formes culturelles d'apprentissage du métier. Pensons aux transformations des formes de l'apprentissage des métiers du cirque avec le passage d'une formation familiale à une formation formelle. 3. Les organisations en crise, en particulier dans les métiers de la relation, voient se développer malaise professionnel, souffrance au travail, excès de charge mentale, risques psychosociaux. Le monde scolaire illustre les liens entre malaise professionnel et difficultés des institutions à répondre aux besoins de leurs usagers. Les métiers de l'accompagnement de l'orientation, de l'insertion, de la reconversion, de l'enseignement, de la santé, du travail social sont particulièrement exposés. On assiste dans ces différents domaines à un décrochage des professionnels, à un accroissement des difficultés dans la relation aux usagers, à la perte de confiance dans l'institution, dans un contexte de réduction des effectifs, de restrictions budgétaires, de rupture avec les valeurs et repères culturels fondateurs de l'organisation, par exemple passage d'un modèle de service public à un modèle entrepreneurial, de transformation des formes de management. L'analyse psychosociologique de ces phénomènes permet d'identifier les tensions qui peuvent exister entre logique d'engagement des personnes, des petits collectifs, du management. Elle permet de saisir les liens entre engagement individuel dans l'activité quelle qu'elle soit, et le contexte collectif de cet engagement qui colore de façon particulière les apprentissages qui peuvent ou non s'opérer. Les apprentissages mobilisés dans ce contexte peuvent s'apparenter à des apprentissages de survie, de résistance et d'ajustement à des environnements insécurisants. Ce sont aussi des apprentissages de la ruse, des apprentissages stratégiques de détournement. La théorie de la résilience développée par Cyrulnik peut être mise à contribution pour saisir la nature de ces apprentissages. Dans les 3 situations identifiées, le bricolage entre les idées, la disposition à l'improvisation, la capacité à naviguer à vue, de façon intuitive, à saisir les opportunités de l'environnement, toutes ces dispositions identifiées chez les innovateurs, chercheurs, créateurs, experts autodidactes, sont autant d'apprentissages informels d'actualité, vecteurs de professionnalisation. En effet, quand la logique rationalisée et programmatique du management n'existe pas ou est inadaptée, par exemple parce qu'elle est obsolète ou ne suffit plus, les ressources autodidactes s'imposent aussi bien dans les nouveaux métiers, dans les métiers en transformation, dans les domaines d'activité en crise. La nécessité d'une posture particulière s'impose alors aussi bien dans le rapport à l'activité, au savoir, à l'environnement, aux autres. Nos travaux dans ce domaine indiquent l'intérêt de développer les recherches sur ce type d'apprentissage. C'est un domaine qui, loin d'être daté, comme on pourrait le penser, est d'une grande actualité pour toutes ces raisons. Pour conclure, notons qu'au-delà de la différenciation entre Nord et Sud, entre 2 types de contextes, des points communs existent. La mondialisation économique, la mobilité choisie, travail, vacances et tourisme, ou contraintes, exil économique ou politique, incite aussi à une réflexion au-delà de cette polarisation. Ces points communs concernent en particulier les inégalités d'accès à l'éducation, doublées de l'inégalité d'usage des ressources numériques. Plus précisément, il est notamment question là de l'inégalité dans la capacité à maîtriser les compétences nécessaires à l'adaptation à une société de culture écrite, ce que l'on nomme la littératie. Cette inégalité est renforcée par l'inégalité dans la capacité à tirer profit de la masse d'informations disponibles sur Internet. Il est question là aussi de littératie, mais selon l'OCDE, dans un sens élargi,
comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Il est indirectement aussi question, donc, de l'inégalité dans la capacité à tirer profit des ressources des apprentissages autodidactes. Ce point mérite attention. Il entre d'ailleurs en résonance avec une des compétences clés dans les recommandations de l'Europe 2011, apprendre à apprendre. De l'individualisation des tâches aux communautés de pratique. L'informel ne choque pas dans le monde de l'entreprise, bien au contraire. L'idée de se former de façon informelle et coopérative n'est d'ailleurs pas nouvelle. Dans la continuité de la communication sur l'entreprise apprenante, le management participatif, l'idée de la mobilisation des potentialités des apprentissages informels dans les communautés de pratique diffuse de façon large aujourd'hui dans les services de gestion des ressources humaines. Pourquoi ? Quelques hypothèses peuvent être avancées. La valorisation des apprentissages informels peut venir justifier des économies sur les programmes de formation continue. À cela s'ajoute l'intérêt de l'instantanéité, de la souplesse, de l'adaptation au contexte, par opposition à une offre de formation continue coûteuse, rigide et plus ou moins adaptée. Car l'enjeu est bien, pour des organisations en crise ou en transition, de former des personnels adaptables à des contextes et environnements variés, susceptibles de pouvoir faire face à des situations imprévues. Le petit collectif peut être envisagé alors comme une sorte de niche protégée, d'entre-soi, dont il s'agit de cultiver les potentialités collectives à développer des apprentissages stratégiques d'ajustement à des situations imprévues. Cette promotion du modèle des communautés de pratique emprunte au modèle participatif de l'apprentissage développé par Lave et Wenger. Il valorise les relations de réciprocité, met entre parenthèses le poids des relations hiérarchiques, valorise le partage d'expériences, d'idées, de valeurs, de représentations, de modèles d'action au service du développement de la production. Ce modèle postule l'existence d'un climat relationnel porteur de potentialités d'engagement. La limite du modèle est que la coopération des agents entre eux met à mal les capacités de contrôle du management. Une autre difficulté est liée au fait qu'une communauté de pratique ne se décrète pas, elle s'élabore dans la durée, elle suppose une mise en culture. Mais comment développer une telle culture de l'éco-formation ? Elle existe chez les ingénieurs informatiques par exemple, qui ont l'habitude d'aller chercher des réponses à leurs problèmes dans les blogs sur Internet. Il y a d'ailleurs l'idée que les ressources numériques sont un vecteur de développement de cette forme d'apprentissage collectif au sein des entreprises, en relation avec des programmes de formation en ligne. La valorisation de l'apprentissage informel est aussi promue avec les nouvelles figures de la professionnalité du management. Les modèles de la professionnalité du manager oscillent entre un modèle classique enseigné dans les écoles de gestion et un modèle du manager bricoleur exploré par Mintzberg. On retrouve là des éléments de la figure du self-made man, modèle très valorisé dans le monde des PME, comme en témoignent par exemple les manifestations des victoires autodidactes. On retrouve la mobilisation de dispositions relationnelles, la disposition à aller au charbon, l'esprit de bricolage, bricolage des idées, des ressources, disposition à faire des mises en relation inédites. Au-delà, et à côté du développement de la professionnalité, le développement de l'usage du récit de vie dans les dispositifs d'orientation, de formation, comme dans les recherches qualitatives dans ces différents domaines, peut contribuer au développement d'une conception écologique de l'apprentissage, qui intègre les différentes dimensions formelles, non formelles et informelles. Le développement de ces pratiques contribue notamment à la prise de conscience de la perméabilité entre ces différentes formes d'apprentissage, chacune pouvant prendre une place plus ou moins importante selon les moments de la vie, et se conjuguer avec d'autres formes selon des figures diverses dans une sorte de métissage. Le développement professionnel peut, envisagé dans ce cadre, être exploré en interrogeant les différentes formes d'apprentissage mobilisées. Il peut être exploré sous l'angle du voyage dans le métier, avec ses aléas, ses imprévus, ses bifurcations, ses tournants, comme nous le rappelle le modèle du roman d'apprentissage. Il peut aussi être exploré dans ses liens avec d'autres moments de la vie. Les moments de transition sont d'ailleurs identifiés comme des moments d'apprentissage informel potentiels,
mais aussi de reprise et d'engagement dans des dispositifs d'apprentissage plus formels. De l'expertise professionnelle à l'expertise profane, un champ à défricher. Les terrains de recherche constituent un bon indicateur du développement actuel de la reconnaissance du rôle des apprentissages informels dans la professionnalisation. Ils indiquent les domaines qui font l'objet de financements de recherche et contribuent à une certaine construction sociale de la réalité avec ses biais. Ainsi, les travaux de recherche concernant les dispositifs d'accompagnement de l'orientation et de la formation se multiplient aujourd'hui, et ce colloque en témoigne. De manière plus large, les dispositifs qui captent l'expérience dans des dispositifs d'accompagnement, dits d'explicitation de l'expérience, de formation expérientielle, qui visent à accompagner les processus de transformation des organisations, à accompagner également l'orientation professionnelle, font l'objet de publications nombreuses. À l'intérieur de ce cadre, une place non négligeable est faite à la contribution des ressources numériques et à leur capacité à injecter en quelque sorte de l'informel dans le formel. On retrouve à ce niveau la référence à des communautés virtuelles. Les recherches sur la place des ressources numériques dans la formation des enseignants, et plus particulièrement sur les pratiques coopératives entre enseignants, se multiplient. La formation des médecins, des infirmiers, constitue aussi un domaine prometteur, avec la possibilité par exemple de créer des études de cas virtuelles. À côté de ce type de recherche qui relève de l'évaluation de dispositifs, nous porterons ici une attention particulière aux recherches sur le développement de la professionnalité hors des circuits de la formation professionnelle. Par exemple, parmi les contributions à ce colloque, une recherche concerne l'expertise autodidacte développée dans le journalisme citoyen en ligne, en réseau, dans des situations d'échange interculturel. Ce type de construction de la professionnalité, développée et revendiquée par des réseaux associatifs, gagne en visibilité. Aujourd'hui, la recherche d'informations sur des problèmes d'actualité précis emprunte les chemins des blogs autant que de la presse officielle. Au passage se dessine la figure de l'expertise profane, qui interroge et remet en question les pouvoirs de l'expertise accréditée. On peut voir là se dessiner un axe important de développement futur de la réflexion sur la construction de la professionnalité, même s'il a peu de visibilité aujourd'hui, pour les raisons évoquées précédemment. Références bibliographiques. Akari, A. Esperluet-Dazen, Pr. ed. 2004. Pédagogie et pédagogue du Sud. Paris, L'Harmattan. Béziers, H. 2003. L'autodidacte, entre pratique et représentation sociale. Paris, L'Harmattan. Béziers, H. 2010. 7 talents autodidactes pour un apprentissage, tout au long de la vie. Actualité de la formation permanente, 222 à 223, 32 à 38. Béziers, H. Esperluet-Brougère, G. 2007. De l'usage de la notion d'informel dans le champ de l'éducation. Note de synthèse Revue française de pédagogie, 158, 117 à 160. Carré P. Esperluet-Charbonnier, OED 2003. Les apprentissages professionnels informels. Paris, L'Harmattan. Commission des communautés européennes, 2000. Mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie. Dazen, Pr. 2004. Éducation informelle et processus d'apprentissage. Ina Akari Esperluet Pr. Dazen ed. Pédagogie et pédagogue du Sud, pp 2352. Paris, L'Harmattan. Delbos G. Esperluet-Jorion, p. 1984. La transmission des savoirs. Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme. Dewey J. 1947. Expérience et éducation. New York, Barnes & Noble. Dominis, p. 1990. L'histoire de vie comme processus de formation. Paris, L'Harmattan. Finger, Monsieur Esperluet-Hasson J. Monsieur 2001. Adult Education at the Crossroad. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.